Bien, je vous propose de débuter la séance d'aujourd'hui. Brice Layeux, Brice, un Bonjour. patient BPCO qui a mal au dos. C'est ça. Quoi, c'est pas bêtement un tassement parce qu'il a pris trop de cortisone. Non, on va C'est voir. ce qu'on pensait. C'est ce qu'on pensait. Allez, on t'écoute. Donc voilà, je vais vous présenter le cas d'un patient qui, a priori, avait quelque chose d'assez banal, mais finalement, on a pu mettre en évidence quelque chose de moins typique et d'intéressant. Donc, c'est un homme de 70 ans qui vient à Sainte-Anne-Saint-Rémy, qui dépend du Chirec également, et qui est envoyé par son médecin traitant parce qu'il est tombé. Et il présente un état confusionnel et des douleurs à ce moment-là au bas-ventre. Mais l'anamnèse est très difficile puisque le patient est confus à son arrivée. Alors vous allez voir que ces antécédents, je n'ai même pas su tous les mettre parce que ça prend 4 dias. C'est un patient très chronique suivi de longue date à Sainte-Anne. Donc, il a une œsophagite, des polypes hyperplasiques, il a fait un STEMI, il a une cardiopathie ischémique consécutive à son infarctus, une hyperthyroïdie qui a été majorée lors de tous ses examens avec produit de contraste, un diabète de type 2 suivi de longue date, une bronchopneumonie à moraxella qu'il a fait il n'y a pas si longtemps, une insuffisance rénale, une tachycardie, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, une stéatose hépatique, il est obèse, il a un syndrome d'apnée du sommeil appareillé, une diverticulose colique, une anémie, il est BPCO grade 4 oxygénodépendant et régulièrement traité par corticoïdes et hospitalisé pour des épisodes d'exacerbation, une hernie hiatale, des ulcères gastriques, une œsophagite mycotique, des hémorroïdes. Et au niveau chirurgical, je vous avais dit ce n'était pas fini, c'est un très bon patient pour l'hôpital Sainte-Anne. On lui a enlevé ses ménisques en 1999, il a une ostéosynthèse d'épaule, une nouvelle arthroscopie en 2009, réparation de la coiffe des rotateurs à gauche en 2012, une prothèse de genou à droite, une cataracte bilatérale sans doute due à ses nombreux traitements par corticoïdes, de nombreux tassements vertébraux consécutifs à sa polypathologie et à ses corticoïdes également, un syndrome du canal carpien, une maladie du pitrin, une amygdalectomie, une chirurgie du quadriceps à gauche, des extractions dentaires multiples. Et voilà. Et donc, son traitement est aussi long que ses pathologies, forcément. Et donc, il a de l'alendronate, de la metformine, des antihypertenseurs, on s'en doute, des traitements pour son estomac pour pouvoir digérer tous les autres médicaments, de la tamsulosine pour sa prostate, une statine et un phénofibrate puisqu'il a fait un infarctus, ce monsieur, et qu'il est hypercholestérolémique, du contramal pour ses tassements vertébraux douloureux, ses puffs pour sa BPCO, de l'insuline pour son diabète et du rogésique avec son contramal, ce qui n'est pas une très bonne idée d'ailleurs, et de la vitamine D et du calcium, du Xarelto. Et voilà. Et donc, quand il arrive, il a un poids 80 par minute, mais une petite tension et subfébrile, avec une saturation qui n'est pas encore si mauvaise à l'admission. Par contre, neurologiquement, son score de Glasgow est évalué normal. Quand on l'examine, il a un érythème facial, une auscultation cardio-pulmonaire qui est jugée normale compte tenu de sa pathologie. Il est BPCE, donc ça sibyle un peu, mais il n'y a pas de foyer en tout cas identifié. Un abdomen qui est souple, qui est dépressible, mais par contre, il y a une douleur tout à fait marquée en sous-ombilical avec une irradiation en fossilia gauche et droite. Au niveau des membres, on marque des ecchymoses un peu multiples, comme on voit chez les corticodépendants. Une mobilisation douloureuse des membres supérieurs et inférieurs et un examen neurologique qui ne montre pas de latéralisation. En tout cas. Donc, juste Brice, parce que oui. J'ai des antécédents de sémiologie et donc quand les étudiants me disaient Babinski en flexion, je leur disais non, Babinski est un signe positif, donc c'est le cutané plantaire qui est en flexion. Excuse-moi. Alors, on lui fait des examens complémentaires.
comme il a des douleurs abdominales, on lui réalise immédiatement un scanner abdominal. Sur le scanner abdominal, on peut d'ailleurs bien voir qu'il a de multiples tassements vertébraux d'allure semi-récente et une suspicion peut-être d'ostéonécrose des têtes fémorales qui pourrait peut-être expliquer cette douleur irradiée dans les fosses iliaques, mais pas de pathologie intra-abdominale mise en évidence. On lui fait une prise de sang qui montre un syndrome inflammatoire pas si élevé qu'on aurait pu le penser chez un patient de ce type. Et pour le reste, rien de très... pas de point d'appel très évident. Oui, 97. Bon, moi, je me serais attendu à 250. Mais, donc, il a quand même 14 800 blancs. J'ai bien vu qu'à ce moment-là, il n'est pas sous Medrol. Hein. Non. Ce dernier jour-là, il n'a pas pris de Medrol. Il a quand même une CRP à 97. Peut-être un mini commentaire par rapport à ce patient que tu disais qui était solidement corticotraité avec toutes les conséquences que tu as mentionnées. Donc, un patient qui arrive comme cela, même si on n'a pas fait de test sur sa cortisolémie, il faut parier qu'il a une insuffisance surrénale secondaire à son traitement chronique. Et donc, petite tension, pas bien, etc. En plus, bon, j'imagine qu'on va mettre des antibiotiques, mais il faut lui remettre 100 ou 200 mg d'hydrocortisone, quoi. Et c'est trop souvent négligé cet aspect des choses. J'ai fort branché toutes les insuffisances surrénales secondaires dans le cas des corticothérapies. Et en testant systématiquement, j'ai de l'ordre de 30% de patients qui ont une insuffisance surrénale secondaire, soit déjà détectée par une cortisolémie de base, soit après test synactène lorsqu'on est dans la zone grise. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, le plus souvent asymptomatique, sauf si on se trouve dans des situations un peu plus critiques de stress médical. OK. Alors, on lui fait une analyse d'urine vu sa douleur suspubienne et sous-ombilicale qui ne montre pas de nitrite, donc qui ne montre rien de spécial au niveau de la tigette. La culture arrivera plus tard. Une gazométrie qui n'est pas terrible, hein. C'est 35, 60, 67. Hein. C'est un patient qui vit en hypercapnie chronique. Voilà, pas de lactate. Et donc, c'est un patient qui est étiqueté de sepsis sur infection urinaire probable prostatite par les urgences. Ils se disent que c'est une prostatite vu la douleur et vu l'état hypotendu et confus. Des tassements dorsolombaires qui peuvent expliquer également une partie de la douleur et on l'hospitalise en médecine interne à Sainte-Anne-Saint-Rémy. En le remplissant aux urgences avec 1 litre de NaCl et il reçoit une antibiothérapie empirique par Zinacef. Alors, Jean, commentaire. Mais, enfin, évidemment, je suis surpris parce qu'il parle d'un sepsis d'origine urinaire avec une analyse d'urine qui est strictement négative. Ça, c'est 1. 2, les douleurs, enfin, la prostate ne remonte quand même pas jusqu'en sous-ombilical, si je me rappelle bien mes notions d'anatomie élémentaire. Donc, très grosse prostate. Donc, je suis quand même un petit peu surpris. 3, en fait, il met du Zinacef parce qu'il ne savent pas ce qu'il a et qu'il était hypotendu. Et qui se disent, et comme ça, il couvre un peu le poumon et un peu les urines également. Et il traite la CRP, en fait. Et les blancs. Et les blancs. Attends. Il a 37,8 de température. Il a 37,8. Oui. Et on lui a fait des émocs quand même, ou pas? Il a eu des émocs et un ému avec une bactério, hein, bien sûr. Enfin, donc c'est quand même un patient hyper fragile. Il n'est pas illégitime de lui mettre, une fois qu'on a fait les différents prélèvements, lui mettre une couverture. Parce que est-ce que la couverture doit être uniquement du Zinacef à ce moment-là? Parce que ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses.
Pour le GNCF, c'est déjà une bonne couverture, mais il est quand même fort à parier que ce patient a sans doute déjà reçu 3 cures d'Augmentin à la domicile et 2 cures de Zinat et une cure d'Avelox. Donc peut-être qu'il aurait fallu mettre un peu plus large. Tu aurais mis quoi, Mathieu? Augmentin. Augmentin pour Mathieu. Augmentin pour Mathieu. Qui dit mieux? Jean? Moi, je me tarde, j'aurais peut-être mis du Tazocin, quitte à revenir en arrière après, parce qu'il est fragile, parce qu'effectivement, BPCO au grade 4, il a sûrement déjà eu plein d'antibiotiques au cours des derniers mois. Ouais. On le remplit après, hein. Pas laisser 3 semaines de Tazocin. Mais... On adapte. Oui. Son seul signe d'appel, c'est des douleurs abdominales quand même, donc c'est normal de couvrir l'abdomen. Oui. Ça me paraît une saine logique. D'accord. Autre chose? Non? Allez, on avance alors. Est-ce que le malade est sauvé? Évolution. Le lendemain et le deuxième jour. Les douleurs se majorent au point qu'on doit augmenter son traitement morphinique pour qu'il puisse être gérable. Il continue à chauffer et sa CRP passe à 123. À 48 heures, les hémocultures sont négatives. Alors, visiblement, le Zinacef ne va pas beaucoup aider. Sa CRP monte, il continue à chauffer, mais on n'a pas de germe. On n'a pas de germe et on n'a pas de foyer. Et sa douleur sous-ombilicale qui irradie dans le dos maintenant lui fait horriblement mal, au point que le médecin de la douleur référent a dû passer pour augmenter son traitement. Scanner de l'abdomen? Faites scan pour rechercher un foyer osteomyélite du rachis. Oui, comme ça. Ben, s'il a mal dos au ventre et au dos, il peut très bien avoir une radiculite qui fait le tour. Oui, c'est ça, ou autre chose, quoi. Oui, sûrement. OK. Et on change d'antibiotique. On élargit, le patient n'est quand même pas bien, on élargit le spectre. Oui. Je répète, on ne va peut-être pas l'avoir tout de suite, mais enfin, on peut déjà, si on commence par un scanner et en demandant de regarder avec des fenêtres osseuses sur le dos en même temps, en attendant, non? Mais le scanner, si tu penses à une spondylodicite ou autre, le scanner n'est pas un bon examen, évidemment. Il faut, mais il a mal au ventre. Il a eu un scanner abdominal à l'admission qui était négatif. Oui, c'était un scanner à blanc. Un scanner abdo à l'admission est un scanner à blanc. Mais parce qu'il a fait une hypothyroïdie sur l'iode. Donc ils ne veulent pas lui injecter d'iode. Ouais, si on peut lui remettre un peu de cortisone, j'ai d'ailleurs dit que ça lui ferait du bien. Ça lui ferait du bien. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Donc, ils se disent qu'il y a une douleur abdominale importante. Ils pensent toujours que ça peut être dû à une infection urinaire et une prostatite. Donc, ils demandent à un urologue de passer. Et dans la culture de l'urine, on trouve qu'une colonisation par candida, mais pas de germe. Comme au scanner abdominal, il y a des stigmates d'ostéonécrose des têtes fémorales, une scintigraphie est demandée, en se demandant s'il n'y a pas une ostéite de la tête fémorale, par exemple. Les tassements vertébraux, ils demandent un avis stomato pour pouvoir commencer de l'aclasta et on commence du fluconazole parce qu'il y a un candidat dans les urines. Oui. Bof. Enfin, après 3 jours de Zinacef, avoir du candidat dans les urines, ça ne me surprend pas tellement fort. Surtout chez un corticodépendant. Oui. Enfin, c'est toujours facile de casser du sucre après, évidemment. Mais d'un autre côté, imaginez qu'il ait une ostéite des 2 têtes fémorales. C'est quand même très symétrique alors. En plus, casser du sucre pour un patient diabétique, c'est peut-être pas indiqué. Hein? Bon, OK. Au 4e jour, ça n'a pas franchement fonctionné son Zinacef. Il a 353 de CRP. Il va de moins en moins bien. La douleur augmente. À l'auscultation, il a des petits crépitants aux bases et donc on demande un nouveau scanner du thorax, un uro-CT, et on s'aperçoit que le fluconazole n'a jamais été donné parce qu'il y avait une rupture de stock de la marque fluconazole et qu'il fallait commander le générique. Moi, j'ai une question simple à ce stade-ci. Non, quoi? Non, j'ai une question simple. Est-ce qu'on lui a fait un toucher rectal?
Non. On ne fait plus de toucher. Hein. C'est terrible, hein, parce qu'une prostatite qui donnerait 350 de CRP, oui. Il n'est pas encore venu. Oui, mais enfin. Il a reçu un billet et il va venir. Oui, mais enfin, bon, le toucher rectal est un geste qu'on n'apprend plus, qu'on ne fait plus systématiquement. Ben, quand vous avez des guerres, c'était toucher rectal systématique. Hein. Ben oui. OK. Donc, l'UROCT montre un épaississement des parois vésicales, pas de collection abcédée périprostatique, pas de signe de prostatite aiguë franc, pas de lésion hépatique, pas de dilatation piélocalicienne, pas de lésion rénale et une petite athéromatose. Pas grand-chose. Le scanner du thorax, ben bon, un broncho-emphysème, ça, on s'en doutait, mais pas de foyer. Donc, les sous-crépitants qui étaient, c'était peut-être des clives ou dû à l'hydratation, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose sur ce scanner du thorax. Et donc, l'urologue demande une résonance magnétique de prostate qui est obtenue en extrême urgence. Attends, et il a fait un toucher rectal? Il n'a pas fait de note. Il n'a pas fait de note. OK. Et donc, quand même, il faut souligner la performance de nos radiologues qui ont pris la résonance de prostate immédiatement et qui montrent qu'il y a des rétractions fibreuses de la prostate, des séquelles de prostatite chronique, mais rien de plus. Et donc, la scintigraphie pour la suspicion d'ostéonécrose de tête fémorale est réalisée. Qui ne montre pas d'argument pour une ostéomyélite, qui remet en évidence les tassements vertébraux qu'on connaissait, une arthropathie acromioclaviculaire qu'on connaissait également, mais il voit une hyperactivité au niveau des deux reins, toxicité médicamenteuse ou autre d'après l'isotopiste, et il décide de compléter l'examen par des leucocytes marqués, vu que dans la description, on parle de syndrome inflammatoire d'origine indéterminée. Aux leucocytes marqués, pas d'anomalie de fixation du traceur décelée au niveau des hanches, pas d'argument métabolique en faveur d'un foyer infectieux. Il ne trouve pas de foyer infectieux aux leucocytes marqués. Là, je me retourne chez Van Allen. Hein. Alors. Ça, c'est ennuyeux. Là, je ne dis plus rien. Je réfléchis. Il reste en deçà. Bon, maintenant, quelle est la sensibilité de la scintille au leucocyte marqué? Oui. À l'époque, on avait encore du technétium. On a eu les leucocytes marqués. Non, enfin, la remarque est bonne parce que le technétium, en tout cas, a une sensibilité qui est... Bon, là, on va manquer en spécificité et donc ça ne va probablement pas nous éclairer parce que ça nous étonnerait quand même que là, avec tout ce qu'il a dans sa colonne, que sa scintigraphie au technétium soit normale. Hein, donc. Mais donc, on a préféré faire un leucomarqué plutôt qu'un PET. Parce que le PET n'est pas sur Sainte-Anne. D'accord. OK. Et donc, on a plus facilement accès aux leucocytes marqués. Sinon, il faut déplacer le patient en ambulance. Comme il y a fort mal, c'était un peu compliqué. OK. Il a toujours mal au ventre. Toujours mal au ventre, mais ça se précise de plus en plus que c'est une irradiation du dos. Raison pour laquelle il s'oriente sur des tassements vertébraux pour la douleur. Qu'il a. Équipé. Quand on voit cet tassements, on comprend qu'il puisse avoir mal. Attends, ici pour ces douleurs, bon, la situation n'est pas une situation froide, c'est une situation chaude. Donc, il a un problème inflammatoire et probablement infectieux, enfin plus que probablement infectieux. Hein, il a des blancs, des eosinaux à 0, donc il a un problème infectieux. Bon, 1. 2. Ces douleurs dans le dos, il les avait depuis longtemps. Est-ce qu'elles sont différentes par rapport à ce qu'il avait précédemment? Il les a depuis quelques jours, mais il avait chuté.
D'accord. Alors, à ce moment-là, tu dois imaginer, si tu ne prends pas l'option d'une ostéomyélite, qu'il a deux choses, qu'il a une infection quelque part, et d'autre part, que dans le cadre de cette infection, il a fait une chute et puis il se retasse, voilà, et qu'on ait deux problèmes différents. Et là, je suis quand même un petit peu embêté par rapport au principe de parcimonie qui doit quand même guider notre diagnostic en première intention, et c'est seulement en deuxième intention qu'on pourrait dire, mais voilà, il y a deux choses qui sont indirectement liées, mais donc le principe doit être de garder quand même infection et le dos. Voilà. Donc, attends. Il y a eu combien de flacons d'hémoculture prélevés? Donc, il y a eu 2 paires à l'admission et ils ont refait 2 paires au moment des 390 de CRP qui sont tous négatifs. Sous antibiotiques. Et à ce moment-là, on décide de le changer en tazocin. Et on n'a pas d'imagerie antérieure pour comparer les tassements? Il y en a un qui est nouveau ou pas? Si, il y a une imagerie antérieure pour comparer les tassements. Et je pense que dans un des protocoles, ils mettent superposable. Et finalement, à ce stade-ci, qu'est-ce qu'on a comme imagerie de l'aorte? Le scanner abdominal et le scanner thoracique. Et le scanner blanc, c'est ça, des urgences. Rien. OK. Non? Pas de surenchère? Est-ce qu'on a regardé ses reins, au-dessus de ses reins? Est-ce qu'on a regardé ses reins? Parce il a eu un au uro-CT. niveau des 12 L1, je ne sais pas, on a fait une fonction rénale plus élargie. Il a juste eu un uro-CT, c'est tout. Oh, non, douleur dans le dos. Pardon? Il y avait le scanner abdominal qui permettait probablement de voir au-dessus des reins aussi. On remonte à ça. Bon, maintenant, s'il y a mal au dos, ça peut être effectivement la colonne ou ça peut être n'importe quoi dans le rétropéritoine qui pourrait donner le même type de problème. Ah, on nous appelle de l'extérieur. Alors, la question, est-il toujours confus post-hydratation, hydrocortisone? Mais enfin, je crois qu'il n'a pas reçu l'hydrocortisone. Mais est-ce qu'il reste toujours confus? Il n'en recevra jamais. D'accord. Il est de moins en moins confus. Il est de moins en moins confus. Bon. Avec plus en plus de CRP. OK. Il a eu des colonoscopies à plusieurs reprises puisqu'il a des polypes connus et suivis. Dans cet épisode-ci. Pas encore. Non. Abdominal des deux côtés. Il n'a pas de trouble du transit. Pas de trouble du transit? Si, alors, depuis ces traitements morphiniques, il est constipé. On voit une constipation opiniâtre et donc on l'a mis sous Movicol. Moi, je resterai branché sur la plainte principale et sur le dos. Et je sais pas, je reprendrai quand même contact à ce moment-là avec les isotopistes en disant, écoutez, on n'est pas content de votre examen au leucomarqué. C'est quoi la validité de cet examen? Est-ce que vous pouvez nous exclure correctement? En fait, tout examen, on demande des renseignements cliniques, ce qui est légitime. Okay? Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. On devrait faire, voilà, je suspecte ceci avec une probabilité a priori de autant. Et le radiologue ou l'isotopiste devrait dire, compte tenu du rapport de vraisemblance du leucocyte marqué, non, votre probabilité a priori devient autant. C'est comme ça qu'on devrait faire normalement. Ce qu'on fait éventuellement intuitivement, de temps en temps, mais pas suffisamment. Et donc, ici, on est coincé avec ce genre d'affaires. Ce serait intéressant d'avoir le rapport de vraisemblance du leucomarqué dans... Voilà. On aura finalement la solution dans ce type-là de problématiques infectieuses et de voir, parce qu'ici, on mettrait à combien la probabilité a priori qu'il y a un problème d'ostéomyélite. Nallon a dit tout de suite, moi je pense à une ostéomyélite, ok, mais donc ça veut dire qu'il mettait dans l'ordre, certainement dans le haut du tableau. À ce stade-ci, on ne doit pas être, à mon sens, refroidi par le scintille leucomarqué négatif, surtout si on part avec une probabilité a priori qui serait, je ne sais pas moi, je sais pas, 70%. Bon, si vous avez 70% de probabilité a priori, il faut vraiment
avoir un examen qui permet d'exclure solidement, c'est-à-dire qu'une sensibilité extrêmement importante pour arriver à 0. Hein. Donc, même avec un examen comme ça négatif, vous allez tomber à peut-être 35%. Je ne sais pas, je donne des chiffres au hasard. Donc, ça veut dire que l'hypothèse ne peut pas être écartée sur base de cet examen négatif. Alors que l'isotopiste, quand tu lis sa conclusion, l'isotopiste tend à glisser vers ça. Hein. Plage photopénique à hauteur en rapport vraisemblable avec des séquelles de tassement. Oui. Bon. Ça, on a déjà. Oui. Alors, compte tenu de l'image radiologique de tassements vertébraux, de douleurs dorsales très importantes, des syndromes inflammatoires, on décide de réaliser une résonance magnétique de colonne. Et comme on a un jour, on sait avoir une résonance magnétique de prostate, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas vite pour une colonne. Et voilà ce que nous dit la résonance magnétique de sa colonne vertébrale. C'est une très belle image d'une horrible spondylodicite parce qu'elle est quand même déjà assez étendue avec une destruction osseuse et un début de compression. Donc... Oui, on comprend qu'il a mal. Hein. On comprend qu'il est mal. Oui. Et qu'il est 390 de CRP avec ça. Oui. Et on n'a pas de micro. Et on n'a toujours pas de germe. Ah oui. Donc voilà. J'espère que vous n'avez pas déjà lu. Donc, on décide de faire une ponction sous scanner de sa vertèbre et la ponction sous scanner nous donne la réponse de la spondylodicite qui n'a pas poussé dans les hémocultures. Ah, alors, on doit parier sur le germe maintenant, c'est ça? Vous devez parier sur le germe, bon. bah oui. Allez, on avance. Sinon, c'est pas... Non. BK. Non. Non. On peut toujours penser à la brucellose, hein, mais je veux dire, c'est un... Bruxellose. Attends. Quelle est l'origine du... Italien. Italien. C'est vrai qu'il mange beaucoup. Bruxelles, c'est plus italien. Bruxelles. On met un tiers derrière. OK. Je sais pas, une spondylodicite qui arrive comme ça, moi, je me méfie toujours d'une endocardite sous-jacente. Hein. Donc, moi, à ce stade-là, on lui ferait une écho et même un transophagien. Ah. Est-ce qu'il y a une sérologie Bruxelles? On a? On n'a pas fait. On n'a pas. Maintenant, ceci dit, ça vaut la peine quand même de se mettre en rapport avec les microbiologistes parce que, bon, enfin, je ne sais pas comment on fait maintenant, mais ce qu'on disait avant, il y a longtemps, il faut des milieux en CO2, enfin des milieux spéciaux pour faire pousser Bruxelles. Mais bon, il n'a pas mangé de fromage, donc il n'a pas voyagé, il ne travaille pas dans un abattoir, ni comme technicien de labo. Bon, OK. Quelle est la sensibilité antibiotique des Bruxelles? Ah oui, ils répondent très bien aux antibiotiques, la brucellose. Hein. Et l'aspergillose, ça va dans l'os? Ça peut, c'est rare, mais ça peut. Bah, je pense que réfléchir à des germes qui pourraient émerger chez quelqu'un qui a quand même eu souvent des traitements antibiotiques et donc, ouais. On n'est pas à côté d'un candidat. C'est une possibilité aussi, c'est rare aussi. C'est rare aussi. Un candidat. Oui, voilà. OK. Parce que ça ne répondrait pas non plus. Ça ne répondrait pas non plus. OK. Donc, il reste Bruxelles, candidat. Tu connais, toi, Jean? Maintenant, oui. Oui. Tu te rappelles maintenant. Oui. Mais l'aspergillus, effectivement, c'est possible aussi. L'aspergillus, le type est vraiment à risque. C'est un BPCO, il a pris la cortisone. Ça donne des foyers osseux éventuels. Ça ne pousse pas en culture, évidemment. Ça ne pousse pas dans les hémocultures. Donc, aspergillus. Alors. On demande s'il y a une sérologie HIV. Il en a eu plusieurs. Hein. Chaque fois qu'il vient, il en a une. À chaque fois qu'il vient, il en a une. Pourquoi? Non, d'une pipe, quoi. Il fait encore quelque chose avec tous ces bobos. Avec sa grosse prostate. Avec les médicaments qu'il a, ça m'étonnerait qu'il puisse... Enfin bon, bref. MTB.
Oui, c'est C'est ça. pour ça qu'on On reste- biopsie aussi, hein, parce qu'on veut absolument savoir. Oui, c'est fort aigu. C'est quand même très, très aigu. Hein. Oui. OK. Et donc, Alors, évidemment, les choses ne sont pas drôles. Si on a essayé de le biopsier à Sainte-Anne, ça n'a pas fonctionné, donc on l'a envoyé à Delta. Le laboratoire n'était donc pas prévenu, puisque je ne savais pas du tout qu'il allait être transféré sur Delta. Et donc, ils ont fait une carotte de biopsie qui a été envoyée au laboratoire sans les prévenir. Et on tombe sur un résultat qui nous montre un candidat, mais qui pousse 10 jours après l'ensemencement dans le Châtelet, donc dans l'enrichissement. Ça ne nous convainc pas du tout à ce stade-là, parce que voilà, on aurait aimé avoir plus de prélèvements et être au courant pour pouvoir un peu mieux chercher. Provenance de l'enrichissement, et malgré tout, on a fait d'emblée un fingigramme. Pas du Ça tout. t'est demandé après, Ouais, évidemment. c'est après quand il a poussé et qu'on s'est dit on n'a que ça, qu'on a dit bah, on va quand même faire un pharyngigramme et le traiter pour ça, parce qu'on n'a que ça. Donc, candidat en provenance de l'enrichissement, il n'y a pas d'hémoculture à levure, hein, ce qui est un peu étonnant, parce que si on imagine qu'il a une spondylodicite à candida, on se dit qu'il a une endocardite à candida qui a donné une spondylodicite à candida. Hein, c'est en général la voie, à moins qu'il ait eu une chirurgie de colonne et qu'on l'ait infecté à ce moment-là, mais ce n'est pas son cas. Dans le doute... Excusez-moi, il avait aussi des candidats dans ses urines. Dans ses urines, oui. Et il a fait une œsophagite à candida. Dans le doute, on majore son fluconazole qu'il n'avait jamais reçu à 6 mg par kilo. Et je demande un dosage du bêta-déglucan pour y voir un peu plus clair, parce que c'est une bonne indication de bêta-déglucan dans ce cas-là. S'il est négatif, il y a quand même peu de chances que ce soit ça. Et donc, on peut enterrer ce diagnostic. On fait un PET scanner, on demande un fond d'œil et une ETO. Le PET-CT, qui montre bien qu'il y a une spondylodicite en TH12L1 assez étendue, et il voit un petit foyer intraparotidien à gauche. Le fond d'œil est négatif et le TO ne montre pas de végétation. Ça ne nous a rien appris vraiment de plus. Le bêta-déglucan revient, lui, positif à 64,4, ce qui est quand même fort élevé. Hein. C'est quoi ça, le bêta-déglucan? Tu vas nous dire. Voilà. Ah. Parce que c'est vrai que c'est un dosage qui, en Belgique, n'est pas réalisé fréquemment parce que quasi aucun laboratoire ne le fait, parce qu'ils n'ont pas obtenu de remboursement. Et si ce n'est que dans la littérature, c'est un dosage qu'on réalise, qui est recommandé de faire en routine. Hein. Donc, c'est un composant naturel ubiquus de l'environnement qui constitue la paroi des champignons. Il est libéré lors d'une infection fungique invasive. C'est un peu comme le galactomannan que vous connaissez, mais qui permet de dépister les candidats, tandis que le galactomannan est plutôt spécifique de l'aspergillus et est très spécifique aussi du pneumocystis. Les valeurs du test, je savais que M. Cogin aime bien les valeurs, donc je les ai mises. Une sensibilité de 77,8% en moyenne, avec 100% de sensibilité dans la pneumocystose, donc c'est très intéressant dans ces cas-là, et une spécificité qui varie entre 70 et 90%, avec une valeur prédictive négative qui est très bonne. C'est pour ça que je disais que quand on a un bêta-glucan négatif, il y a quand même peu de chances qu'on ait une grosse infection fungique étendue. Et surtout une valeur prédictive positive qui est intéressante dans le pneumocystis. Ce test n'est pas réalisé en routine, on l'envoie à la KUL, mais la KUL sont assez efficaces et rapides, donc en 48 heures en général, on a la réponse. Ce n'est pas comme d'autres labos avec lesquels on sous-traite qui mettent des semaines à répondre. Et donc voilà. L'évolution, les douleurs augmentent sous fluconazole, la CRP continue à augmenter, il va presque atteindre les 500 à un moment donné, et donc on décide de demander à un neurochirurgien d'aller faire une biopsie à ciel ouvert de cette vertèbre, et de toute façon, le neurochirurgien qui voit les images dit qu'il est quand même en danger
de compression médulaire et que de toute façon, lui, il doit ostéosynthéser. Et donc, en discutant avec le neurochirurgien, en se disant qu'il allait mettre du matériel dans un endroit où il y a peut-être une infection pharyngique, on change le fluconazole, et en plus, il ne répond pas, le fluconazole en anidulafingine. Et c'est quoi ça, l'anidulafingine? Alors ça, c'est une échinocandine, hein, c'est comme la caspofungine, c'est le concurrent. Donc, dans le traitement des candidats, majoritairement, on utilise le fluconazole ou les échinocandines. Les échinocandines sont fongicides, tandis que le fluconazole est fungistatique. Et donc, clairement, c'est une des seules molécules qui a montré une supériorité en mortalité dans les infections à candida. Et donc, en France, le premier choix, par exemple, chez un patient aux soins intensifs en sepsis ou grave, le premier choix, c'est les échinocandines. Et dans la littérature, le premier choix, c'est les échinocandines. En Belgique, on ne peut pas. Le remboursement ne peut être obtenu que si on a un échec démontré de fluconazole. L'amphotericine B a tout à fait disparu là, de toute indication. Les échinocandines sont sans doute supérieures à l'ampho et avec beaucoup moins d'effets secondaires. Oui. Et en plus, l'ampho est très cher. Donc, on n'aura même pas de gain financier à mettre de l'amphotéricine. Je pense qu'on s'en sert dans les leishmanioses encore, non? Ah, les leishmanioses, j'utilise encore l'ampholiposome, l'ambisome. Ça marche bien. Et dans les aspergilloses oculaires, on injectait de l'amphotéricine dans l'œil. Alors, et les 3 prélèvements péropératoires reviennent positifs pour Candida albicans. Sous fluconazole. Sous fluconazole. Et donc, il a bien une ostéomyélite de TH12L1 à Candida sans endocardite. Et quand on regardait ces tassements précédents, est-ce qu'il y avait déjà un tassement à ce niveau-là? À ce niveau-là, il y avait déjà un tassement, oui. OK. Parce que c'est probablement pas par hasard que ce candidat a été ce mètre-là plutôt qu'au niveau d'une vertèbre intacte. Hein. Donc, on voit ça comme dans d'autres situations aussi, d'ailleurs, des infections qui vont se mettre sur des sites métastatiques, par exemple, au niveau pulmonaire ou osseux. Et donc, il y a une sensibilité locale à recueillir ces agents infectieux. Ce qui est un élément complémentaire, d'ailleurs, de difficulté diagnostique, parce qu'on se retrouve avec 2 éléments concomitants. OK. Et c'est fréquent, cette affaire-là? Ben, on va voir. Ah. Les infections ostéo-articulaires à Candida, ben, ce n'est pas fréquent. Hein. Les infections ostéo-articulaires à Candida, c'est uniquement fréquent. Et ça, c'est les seules fois où j'en ai vu, personnellement, c'est chez le toxicomane intraveineux. Le toxicomane intraveineux fait des infections, notamment aspergillus disséminées, à mucormycose disséminée et à candida disséminée. Mais ce n'est pas vraiment son cas. Les gens aux soins intensifs qui sont porteurs d'une voie centrale, qui font une pharyngémie et qui n'est pas suffisamment traitée, on en voit moins parce qu'on détecte assez rapidement les septicémies à candida et on les traite, je l'espère, de manière efficace. Et les patients très immunocompromis, ce qui est son cas, on peut le dire. Hein. Alors, les localisations, c'est majoritairement vertébrales. Dans certaines séries pédiatriques, c'est plus facilement le fémur, mais chez les adultes, c'est majoritairement vertébral, costal et le sternum. Alors, normalement, c'est une dissémination hématogène, comme je l'ai dit. En général, on trouve une endocardite associée chez ces patients, ce qui n'est pas son cas. Maintenant, quand on voit le nombre d'hospitalisations qu'il a eu, des passages aux soins intensifs, des voies centrales, il est sans doute probable qu'à un moment donné ou à un autre, il ait eu une pharyngémie qui est passée inaperçue. Et comme il a toujours une colonisation par candida, il a peut-être reçu un peu de diflucan qui a tassé l'histoire, mais qui ne l'a pas traité. Oui, et à l'occasion d'un traitement cortico-intercurrent, hop, ça a favorisé la flambée. Oui. Et alors, les voies directes, c'est après traumatisme, chirurgie ou ponction, c'est décrit notamment chez les patients qui ont eu une ponction du genou, chez les vieux arthrosiques, chez qui on fait des infiltrations de cortisone à répétition. On voit parfois des infections à candida. Et encore chez les toxicomanes par voie directe, puisqu'ils se piquent un peu n'importe où. Les symptômes, le plus fréquent, c'est la douleur. Et étonnamment, il n'y a qu'un tiers des patients qui fait de la température. J'ai été moi-même surpris. Je me suis dit qu'on devait forcément chauffer avec une infection disséminée à candida, mais non,
pas du tout. Un érythème et une douleur locale, ce qui n'est pas très spécifique. Et alors, le traitement, c'est le fluconazole à 6 mg par kilo pendant 6 à 12 mois, ou les échinocandines pendant 2 semaines, puis relais par fluconazole, ce qu'on va faire chez ce patient-là, puisqu'il n'a pas répondu dans un premier choix au fluconazole, bien que retesté sensible. À noter que les détections de sensibilité et de résistance au fluconazole ne sont pas toujours optimales et que je sais que nous n'avons pas la meilleure façon de les détecter. Donc, il était prudent de mettre une échinocandine de toute façon. C'est une dose énorme, excuse-moi. C'est une dose énorme de fluconazole. C'est 400 mg par jour pendant 6 à 12 mois. Oui. Qu'on va ajouter à sa feuille A4 des autres médicaments. Il a des suivis cardio réguliers parce qu'il a déjà fait un flotteur. Oui. Ouais. Oui, donc sa feuille A4 de médicaments, enfin bon, j'ai regardé comme ça rapidement, je ne peux pas vous dire s'il y a des interactions médicamenteuses, mais avec autant de médicaments, je présume qu'il y en ait. 2, alors, le fluconazole n'est pas le dérivé azolé qui a l'effet le plus grave sur la fonction surrénalienne. Vous allez dire que je suis un peu obsédé là, mais c'est le kétoconazole, mais il faudrait quand même voir à des doses de 400 mg si on n'a quand même pas une inhibition de ce qui lui reste de sécrétion surrénalienne. Donc voilà, je ne sais pas qui suis malade, mais je pense qu'on peut lui faire un test au synactère. C'est moi. C'est toi? Ah ben voilà, ok. Il a noté que maintenant il a 0 de CRP. Oui. Et il a plus mal depuis qu'il est ostéosynthésé. Oui, non, c'est bien, c'est bien. Mais il n'a pas une hyponatrémie, une hypercalémie, non, pas tout ça. Non. Je vous le dirai la semaine prochaine. Je vous vois la semaine prochaine. Ok, oui. Est-ce qu'il a eu, parce que j'avais compris qu'il avait une scintigraphie osseuse au technétium négative. Il a eu ça? Oui. Oui, non, parce que je m'attendrais à ce qu'elle soit chaude Ben localement. oui. Je pense qu'on va en rediscuter avec les isotopistes pour qu'ils recomparent leur PET, leur technétium et leur logo marqué, parce que c'est intéressant de savoir, parce que c'est un patient pour lequel on préfère un petit case report, hein, c'est intéressant. Ils avaient décrit une ostéopénie des 12 là. Si j'ai bonne mémoire, dans la scintigraphie au technétium, ils avaient décrit une ostéopénie en D6, en D12 L1 et rien d'autre. Je charge avec une chute de l'argent. On a ça de temps en temps dans les super scans. Ça capte tellement fort que le clotte d'argent tombe de l'image et qu'on a une image négative. Maintenant, pour avoir une image positive, il faut quand même qu'il y ait un remodèlement osseux, etc. Hein, donc. Toi, un peu comme dans les myélomes, quoi, où la scintille technétienne est négative alors qu'il y a un trou. Hein. C'est vrai, mais presque, enfin, dans mon idée, l'ostéomyélite est toujours chaude. Oui, aussi, je suis d'accord. Donc là, il y a quand même un mystère à éclaircir. On sait que la résonance est l'examen le plus sensible. Hein. C'est la résonance, le gold standard. Oui. Oui, pareil aussi, hein, parce que pour les nécroses aseptiques, bon, la scintille n'est pas top non plus. Hein, ça aurait aussi été la résonance qui était. Alors, finalement, on a le diagnostic et le traitement agit combien? Là, on est à 1 mois de traitement. Et... Non. Au moment où on a initié, à quel moment on a eu le diagnostic et qu'on a mis le bon traitement en route? Tu vois ce que je veux dire? On s'est arrêté J5, J6, J7, etc. À quel moment 2 semaines, je crois. 2 semaines. On est à 2 semaines. Donc, il a quand même. Et donc la question, puisque nos collègues de la KEL répondent en 48 heures, à quel moment, si tu reprends l'histoire, on aurait pu demander ce test qui était quand même une haute sensibilité, qui est ton bêta-D glucan là? Et moi, j'ai été appelé au moment où on pense à faire la biopsie. Et alors, on a eu le bêta-D glucan 48 heures après. Oui, c'est ça. Donc, on a fait commencer le traitement. Donc, si l'histoire, chaque histoire doit nous donner un enseignement pour le futur. Encore qu'ici, c'est des histoires qui sont quand même rares, donc il faut se méfier d'aller demander maintenant à chaque fois qu'on a quelqu'un qui continue à chauffer au bout de 2 jours cet examen. Mais je pense qu'il y a quand même un faisceau d'éléments qui allait quand même dans le sens d'un germe inhabituel, et comme on l'a signalé, un champignon était quand même dans les bons suspects. Donc,
on redemanderait plutôt quand même un bêta-déglucans Ouais. de suivre. Ouais. Oui. Et c'est plus léger. Oui, maintenant, ceci dit, imaginons qu'on ait le bêta-déglucan avant. Est-ce qu'on enchaîne le fluconazole alors qu'on n'a pas la sensibilité du candidat? Je crois qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher néanmoins de refaire la biopsie. Hein. Là, pour le moment, il est toujours sous échinocandine parce que même s'il est répondu flucoès, comme il n'a pas répondu et qu'il est en revalidation et qu'on peut toujours lui donner de l'Ecalta en revalidation, je l'ai gardé sous échinocandine, qui sont plus efficaces. OK. Alors? Mais c'est vrai que le bêta-déglucan, pour les pneumocystoses, quand il est tellement moche qu'on ne sait pas lui faire de LBA, c'est une bonne aide diagnostique. OK, ben, je trouve que belle histoire. Belle histoire. J'ai quand même juste un commentaire à faire. On rigole, on sourit parce qu'on a eu des IRM très rapidement. Mais si on n'avait pas eu l'IRM de la colonne, si tu avais un délai de 6 semaines pour avoir une IRM de la colonne. Avec un leucomarqué négatif, un technetium négatif. On faisait quoi? Et 350 de CRP? Je crois que c'est Madame qui avait dit PET. C'est toi qui avais dit PET. Oui. On avait le PET quand même plus tôt. Et c'est vrai que dans une histoire quand même infectieuse, où on rame un peu, le PET est quand même utile. Hein. Ou un PET leuco éventuellement. Bon. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Intéressant. Et à la semaine prochaine.